Le catch ne dort jamais, Sturi ne dort jamais. Enfin si, cette nuit j'ai dormi, j'ai pas regardé tout ce qui s'est passé dans la nuit du vendredi 13 août au samedi 14 août. AEW Rampage, la première. 3 matchs au programme à Pittsburgh où le docteur Britt Baker, héroïne nationale, défend le championnat féminin contre Red Velvet. Miro défend le championnat TNT contre Fuego del Sol. Et si Fuego del Sol bat Miro, déjà... il obtient enfin un contrat chez All Elite Wrestling, et je reviendrai sur Fuego del Sol. Et enfin, le match qui va ouvrir le show, sur lequel j'étais pas prêt. Christian Cage contre Kenny Omega pour les championnats TNA et Impact. Un match qui prend place directement dans le cadre du programme entre Christian Cage et Kenny Omega qui sont programmés, pour le moment, de s'affronter à All Out pour le championnat All Elite Wrestling. Bon, allez, cette heure de catch qui s'est déroulée, je le rappelle, juste après la diffusion de SmackDown, mais sur une autre chaîne évidemment, a-t-elle laissé planer de nouveaux indices quant à la participation prochaine de CM Punk attendue la semaine prochaine à Chicago pour le show le plus important de l'histoire de l'Elite Wrestling avec la plus grosse foule ever qu'ils aient jamais eue? Eh ben, on va le découvrir. On est parti. Pour la première fois sur la chaîne C7 Catch, AEW Rampage Recap. On sent que c'est spécial. On sent que c'est spécial, c'est la première d'un nouveau show télé, c'est toujours un petit peu particulier. Nouvelle table des commentateurs avec Excalibur, Taz, Chris Jericho et Mark Henry. Un petit mot tout de suite sur ce quatuor, 4 personnes. C'est beaucoup. Surtout que Jericho, il est assez omniprésent au micro, il passe pas du tout inaperçu, et Mark Henry, pour sa première dans ce rôle-là, je l'ai trouvé assez discret. Quelques petits bonnes punchlines, mais beaucoup plus calme, beaucoup plus posé que le reste de la table. Entre Taz, Jericho, Excalibur et ses certaines envolées, c'était peut-être très compliqué pour Mark Henry de se faire une place, mais qui aura également un rôle d'intervieweur, on y reviendra un petit peu plus tard. Il va inaugurer le show, c'est Christian Cage, sous une très grosse acclamation de la part du public de Pittsburgh qui est très ravi de voir Christian Cage débarquer. À Kenny Omega qui pue le swag, toujours dans la gimmick du bel collector, il vient avec toutes ses ceintures, accompagné par Don Callis qui lui aussi pète le swag avec ses putains de chaussures noires et roses. Et quand le match est sur le point de débuter, déjà la foule est chaude, j'ai bien compris qu'on était un petit peu dans un mode pay-per-view. Tu vois, quand tu regardes des combats en weekly, même des gros combats, t'as toujours l'impression que les choses sont un petit peu rushées, qu'on va moins prendre son temps. Et Christian Cage, c'est peut-être sa force, il connaît ses limites aujourd'hui, il va prendre un petit peu plus son temps, il va poser les choses, et c'est même assez rare de voir Kenny Omega dans ce registre. Et pourtant, ça a eu un effet buff sur l'intégralité de cette rencontre qui va durer 15 minutes. Prendre son temps, faire des face-off, raconter une histoire. Où en effet, Christian Cage, putain, j'ai bien eu l'impression que c'était la première fois depuis qu'il est chez All Elite Wrestling que sa gimmick de Outwork Everyone valait quelque chose, puisque il va réussir à poser des problèmes à Kenny Omega, à anticiper certains de ses mouvements, à essayer de placer quelques contres. Et il y a toute cette première partie de phase de match qui est vraiment dans l'observation, qui est super prenante, qui m'emballe. Et ça fonctionne sur moi et ça a fonctionné sur absolument tout le public de Pittsburgh. On est assez loin du catch 2.0 que pratique Kenny Omega. Il va avoir voilà une longue phase de domination où il va faner justement Christian Cage en reprenant quelques-unes de ses trademarks, mais toujours à l'expérience avec des esquives toujours bien amenées et toujours dans un super tempo. Christian Cage va réussir à poser beaucoup de problèmes à Kenny Omega, réussissant à passer ses reverse DT, ses frog splash pour des comptes de 2,99, et à chaque fois les réactions du public sont putain de méga justes. À la fin du match, Don Callis va créer une distraction qui va empêcher l'arbitre de voir Kenny Omega foutre un putain de low blow à Christian Cage. Je vous laisse imaginer les U à ce moment précis, bon c'est de la gruche et de la cheap hit, pas de souci. Mais par contre, Kenny Omega va faire un truc assez surprenant, il va appeler les Young Bucks qui vont se pointer, qui vont introduire une chaise dans le ring. Bon, ok, il a besoin de gruger, Kenny Omega, mais il a pas besoin que de gruger. Il est en contrôle sur le match, le mec vient de se prendre un low blow, il va pour porter son One Wing Angel, donc un finish qui est hyper protégé depuis 7 ans, 8 ans, 10 ans, j'ai l'impression que personne, depuis côté Ibushi, personne, mais il veut le porter sur la chaise. Et c'est là où il va commettre une erreur, parce que en introduisant cette chaise dans le ring, Christian Cage, qui fait des contres incroyables depuis le début de la partie, il va réussir à contrer Kenny Omega, il va porter son kill switch, son on-predator, ce que vous voulez, sur la chaise, et l'arbitre se retourne à ce moment-là, il n'y a pas un Bucks pour aller lui tirer un pied, il y a plus de gruge, et victoire de putain de Christian Cage. Voilà, là je vous laisse imaginer l'émotion à Pittsburgh, Christian Cage qui soulève les titres TNA, Impact, tu vois, autant d'années après sa victoire pour le championnat NWA du côté de TNA justement. Pour tous ceux qui rêvaient de revoir Christian Cage avec un titre mondial, c'était assez prenant, et en effet, oui, j'ai pu me planter, je me suis dit Christian Cage, il est là, bof, pas trop, etc. Mais pour raconter une histoire, pour nous véhiculer des émotions, en effet, Christian Cage, il était très fort. Et je dois bien admettre que face au lutteur préféré d'Univers Catch, je me suis senti tout petit comme ça.
Et ça relance absolument tout putain de l'intrigue. Il y a une grosse phase de célébration avec Jungle Boy, avec Luchasaurus qui, je le rappelle, mercredi prochain affronte les Young Bucks pour les championnats par équipe. Il y a Scott D'Amore, le taulier d'Impact, qui vient faire un gros câlin à Christian Cage. Christian Cage, il est d'ailleurs prévu pour les prochains épisodes d'Impact. Omega, j'en suis sûr, va putain de mal vivre la chose. Et j'ai peut-être une ou deux théories sur ce qui peut se passer par la suite, parce que là encore, on a des passes décisives pour peut-être l'introduction de CM Punk au sein de cette course au titre, en pleine période où le gros déclin Kenny Omega va débuter, mais pour ça je vous en parle en tout de fin de vidéo, et je dis pas ça pour le watch time. Petit clip sur Fuego del Sol. Alors si vous êtes des coutumiers de AEW Dynamite et que vous passez à côté de Dark, en effet Fuego del Sol ça doit pas vous dire grand chose, c'est véritablement le jobber par excellence de All Elite Wrestling, qui se prend défaite sur défaite, purge sur purge, mais qui a touché un peu le cœur des fans parce qu'il a toujours ses comebacks un petit peu virevoltants qui sont plutôt sympatoches. Et il se bat pour ses rêves, il se bat pour avoir un contrat chez All Elite Wrestling, alors que Miro en face, bah non, c'est la machine de guerre et lui il va pas déconner quoi. Donc bel accueil de la part du public de Pittsburgh qui a joué le jeu de se mettre derrière l'underdog par excellence Fuego del Sol. Miro! Est-ce que je vous ai déjà dit que Miro était beau? Non mais regardez ces clichés, non mais il est beau non? Il est pas beau? La cloche va pas encore retentir que Fuego del Sol va déjà passer un tornado DDT sur Miro et il me semble que Fuego del Sol avait remporté son seul et unique match chez All Elite Wrestling avec cette manœuvre. L'arbitre lance le match, nouveau tornado DDT de Fuego del Sol, Miro a l'intelligence de rouler vers l'extérieur, il remonte dans le ring, un nouveau tornado DDT, le compte de 1, le compte de 2 et le compte de... eh ben non, pas 3. Ce qui était chouette, c'est qu'émotionnellement, les Elite Wrestling, ils ont amené le public à être super réactif, à s'attendre à des upsets sans arrêt, et tout ce qu'a fait Fuego del Sol, c'est pas non plus immense, mais ça a été suffisant pour créer une ambiance assez folle, assez authentique, et c'est ça la magie du catch. Bon, derrière, il s'est pris un super kick, il s'est pris le game over, et puis c'était terminé. Victoire de Miro, évidemment, ça a duré moins de 2 minutes, mais suffisant pour raconter une belle petite histoire qui va se terminer en plus de ça comme un conte de fées. On est parti à la pub, retour de pub, il y a Sammy Guevara, le meilleur ami de Fuego del Sol, et là encore oui c'est du backup sur les Dark Elevation, BTE, les vlogs de Sammy Guevara, enfin bref, Tony Khan, il va donner un contrat à Fuego del Sol, parce que juste avant Miro il avait déchiré le contrat, personne n'y croyait, et bah il va aller donner un contrat à Fuego del Sol, qui officiellement et All Elite lui faire un gros câlin, les gens sont émus, c'était bien. C'était cool, c'était feel good. On nous rappelle que mercredi à Dynamite, les Young Bucks défendent les championnats par équipe contre le Jurassic Express. Sean Spears contre Sammy Guevara. 5e et dernière épreuve de Chris Jericho face à MJF, il aura pas le droit de porter ni le Judas Effect, ni rentrer sur sa musique. Ah là là. Et Darby Allin et Sting feront équipe face à 2.0 dans un Tornado Tag Team Match. Une carte particulièrement solide, et parlant de Sting et de Darby Allin, on les retrouve tout en haut de l'arène de Pittsburgh, en train d'observer les choses, et Excalibur qui à ce moment précis nous dit, la semaine prochaine, Chicago, Darby Allin a hâte de croiser le best in the world. Et il nous remontre un petit clip de Darby Allin qui avait fait cette promo avec Sting, qui était clairement adressé à Daniel Bryan, non bah, à CM Punk, on est à Chicago, ça s'appelle The First Dance, merde. Ils nous mettent tout dans ce promo clip, la plus grande foule dans l'histoire d'AEW, le show le plus anticipé, l'événement de l'année, la première danse, comme dirait Mr V. Ça fait beaucoup là, non? Et ça me permettra de revenir un petit peu plus tard sur ma théorie. Britt Baker contre Red Velvet. On les a retrouvés en interview avec des écrans séparés où Mark Henry a posé le contexte. DMD elle a la confiance, elle est chez elle. Red Velvet elle va prouver à DMD qu'elle est capable de devenir championne. Bon, pas grand chose. Juste suffisant pour occuper le temps, pour nous montrer autre chose que des combats. Et pour faire monter la sauce, parce que c'est quand même le main event. Red Velvet elle entre, bah voilà, sous très peu de réactions malgré qu'elle soit babyface. En revanche pour Britt Baker, bah c'est la folie. Oh là là, des vivas, on fait tourner les serviettes, Patrick Sébastien. C'était costaud. Pour Britt Baker, aller chez elle, elle aurait pu dormir dans le ring, ça aurait été pareil. Les gens étaient tarés. Le match n'est pas forcément exceptionnel. Il y a eu de bonnes choses, il y a eu un très bon storytelling sur le poignet qui est censé être cassé de Britt Baker. Où Red Velvet, dans un premier temps, elle a pas osé l'attaquer. Elle lui a dit, je peux t'attaquer sur ce bras-là, mais je vais continuer de travailler sur l'autre parce que je suis peut-être une babyface, je suis un peu fair play, mais plus tard dans le match, elle va se dire, vas-y, bats les couilles. L'autre, elle essaye de gruger avec justement la présence de Reba qui va se faire envoyer backstage. Donc, bats les couilles des principes, je commence à attaquer le poignet pété, donc forcément t'as tout le public de Pittsburgh qui entame la révolte. Le finish est plutôt bien amené. Red Velvet qui va essayer elle-même d'appliquer la prise de soumission de Britt Baker sur la dentiste elle-même. Ça va être retourné, Britt Baker va réussir à reprendre l'ascendant et au lieu de terminer avec son poignet cassé dans la bouche de Red Velvet, parce que voilà, il applique un point de pression un petit peu en dessous de la langue qui fait que tu t'endors et puis hop, tu passes out, et elle va le faire avec l'autre main, voilà. Et c'est suffisant, elle a gagné en 10 minutes. Honnête, pas foufou, honnête. À la fin du match, Chris Statlander qui était au premier rang, elle est venue attaquer Britt Baker pour se positionner, je pense, en tant que future challengeuse. Elle s'est mangée des huées et ça me fait mal parce que Chris Statlander c'est quand même une putain de babyface. Pourquoi vous l'avez fait à ce moment-là? Parce qu'il fallait faire venir du backup pour Britt Baker. Elle avait teasé justement qu'elle allait essayer d'avoir plus de gens autour d'elle. Et c'est non pas Becky Lynch, bah non c'est pas Becky Lynch, c'est Jamie Hayter qui est venu attaquer Chris Statlander pour célébrer à la fin avec Dr. Britt Baker. Alors super, c'est la dernière image que tu vois à EW Rampage et là il y a plein de gens qui se disent mais c'est qui Jamie Hayter? C'est qui? On la connaît, elle est chez nous là. Oui, enfin oui, elle a déjà fait 2-3
piges du côté de All Elite Wrestling avant la pandémie, on l'a plus trop vu pendant pas mal de temps. C'est une lutteuse britannique très accomplie qui a fait des grandes choses du côté de Stardom, qui a notamment eu une équipe et une alliance plutôt cool avec Bea Priestley. Là, elle a totalement changé de look, elle est repackagée, j'ai un peu hâte de voir la suite parce que c'est vraiment une bonne addition pour le roster de All Elite Wrestling, mais elle est un petit peu arrivée dans un gros contexte, vas-y meuf t'es qui. Ça c'est dommage. Et c'est sur ces images que cette heure de catch se termine, et vous avez vu, il y a eu pas mal de choses à en dire. Quant à ma théorie, parce que là au moment où j'enregistre, j'ai aucune idée des ratings, je découvrirai ça plus tard et je vous en parlerai la semaine prochaine. Je pense que mercredi, ça va être le meilleur moment pour que Christian Cage se fasse démolir, poutrer par Kenny Omega, afin de le rendre out de la course au titre à All Out. Je sais, bon, Christian Cage contre Kenny Omega, moi le 5 septembre, ça me fait pas vibrer. Et si on retire Christian Cage de l'affiche, qu'est-ce qui nous reste dans les rankings? Eh ben c'est Darby Allin. Sauf que Darby Allin, il veut affronter le Best in the World. Mais s'il perd contre le Best in the World, qui est probablement CM Punk, voilà, c'est tout trouvé. Ils vont le faire. On est quand même à Chicago. J'ai hésité, je me suis dit, est-ce que c'est une bonne solution? Mais faut pas passer à côté si le mec est vraiment chaud, s'il est en super condition physique. Bah oui, parce que je vais pas m'arrêter à ces quelques photos que vous avez vues dans la série Heels qui a été tournée il y a 2 ans. CM Punk, il va avoir le monde du catch, les yeux rivés sur lui, il va parvenir en good shape. Vraiment? Vous y croyez? Le mec, il doit lever de la fonte, il va avoir la storyline de l'année. Il va arriver comme ça, voilà, il a enlevé ses tatouages, qu'est-ce qui se passe? Mais non, c'est putain de CM Punk, enfin, vous connaissez pas le bonhomme, le mec, il aime tellement de catch qu'il va arriver comme ça en étant négligent. Vraiment, vendredi prochain, CM Punk bat Darby Allin, et de ce fait, c'est lui le best in the world, et Kenny Omega, on écrit l'histoire. Voilà, c'est mon dernier mot. Et sur ce, je vous laisse avec la review de SmackDown, parce que vous l'attendez également. Bon, évidemment qu'il y aura la review de SmackDown, bien sûr, parce qu'il faudra parler de ce qui s'est passé entre Roman Reigns et John Cena. Et je dirais également aux copains de SmackDown de venir passer voir la review de Rampage. Parce qu'à un moment, au lieu de s'opposer, faire WWE contre AEW, on peut pas profiter du moment et de se dire, putain, il y a tellement de bons catch. C'est pas un été de folie, sans compter ce qui va se passer ce samedi soir dans la nuit, là, avec Andrade qui va probablement prendre le titre à Kenny Omega, qui va être vraiment en dépression, sans compter également Hiroshi Tanahashi qui va prendre le championnat des États-Unis, de Lance Archer à New Japan Resurgence pour aller affronter John Moxley à All Out. Non, on n'est pas bien. Moi je suis bien. Voilà, et je tenais à vous le dire. C'était Sturi. Tout le monde reste fort, surtout le catch. Ciao, bye bye.